Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder la 4e semaine du développement embryonnaire. Durant cette semaine, il va y avoir principalement 4 phénomènes. La délimitation de l'embryon par rapport à ses annexes embryonnaires, l'étranglement du lysocytocèle secondaire ou bien la vésicule vitelline secondaire, la segmentation du mésoblaste intra-embryonnaire ou bien ce qu'on a appelé la somatisation ou bien la métamérisation dans la région moyenne de l'embryon, c'est-à-dire au milieu du disque embryonnaire, et enfin la norulation. Je vais commencer par la segmentation du mésoblaste intra-embryonnaire dans la région moyenne de l'embryon. On a dit que c'est la formation de somites ou bien somatisation ou métamérisation. À la fin de la 3e semaine, au 20e jour, une seule paire de somites s'est déjà constituée. Mais ultérieurement et au cours de la 4e semaine, la somatisation ou la métamérisation se poursuit dans le sens crânio-caudal, c'est-à-dire vers la tête de l'embryon et vers aussi l'extrémité inférieure de l'embryon. Elle aboutira ultérieurement à la mise en place de 44 paires de somites, c'est-à-dire au final, on dénombre 44 somites. Je vous montre dans ce schéma les paires de somites constituées et qui vont former au total 44 paires de somites au niveau du mésoblaste intra-embryonnaire. Une autre représentation de l'emplacement des somites au milieu du disque embryonnaire dans cette coupe transversale. Nous allons passer maintenant à la norulation. L'ébauchage du système nerveux débute le 20e jour et s'achève le 29e jour du développement embryonnaire. Les étapes de la norulation sont les suivantes. Ici, vous avez une chronologie de la formation de ce tube neural. Elle va commencer par la formation d'une plaque neurale, ensuite d'une gouttière neurale qui se trouve au milieu de la plaque neurale et ensuite la fermeture de cette gouttière pour former un tube qu'on appelle le tube neural. Cependant, ce tube, il reste ouvert dans les deux extrémités qu'on appelle l'extrémité, si vous voulez, crâniale et l'extrémité caudale, constituant ce qu'on appelle deux pores, qu'on appelle le neuropore intérieur et le neuropore postérieur. La fermeture du neuropore intérieur s'achève durant le 27e au 28e jour. Cependant, la fermeture de neuropore postérieur s'achèvera durant le 29e jour. En ce moment, notre embryon mesure environ 3,4 mm. Ce schéma vous montre la formation de la plaque neurale dans cette coupe au niveau de l'embryon. C'est une coupe transversale où on a donc notre disque embryonnaire et là on a la différenciation, ce qu'on appelle des cellules neurales qui vont constituer ce qu'on appelle la plaque neurale. Déjà, donc on commence à se différencier pour installer ce qu'on appelle la gouttière neurale. Les deux extrémités de cette plaque neurale se rapprochent pour créer ce qu'on appelle des replis neuraux et la soudure de ces deux replis formera ce qu'on appelle un tube neural. Dans ce schéma, on voit bien la fermeture des deux replis pour constituer ce qu'on appelle le tube neural.
quelques cellules de ce tube neural se détachent pour former ce qu'on appelle les crêtes neurales. Voici une autre représentation de notre disque embryonnaire où on a la différenciation de la plaque neurale. C'est-à-dire au début, on a la différenciation des cellules ectodermiques qui vont former ce qu'on appelle la plaque neurale. Et le début de la formation de la gouttière neurale, ici au milieu, c'est une dépression qui se trouve au milieu de la plaque neurale. Ici, vous avez une image réelle du disque embryonnaire avec la différenciation de la plaque neurale et la formation de la gouttière neurale. Dans ce schéma, on commence à avoir les repliements et le début de la soudure de la gouttière neurale pour former ce qu'on appelle le tube neural. Ces traces montrent les sommites, les différents sommites qui se trouvent au niveau du mésoderme intra-embryonnaire. Ici est une image réelle de la même représentation. À un stade avancé, on voit donc le commencement de la soudure du tube neural au milieu qui s'achèvera dans les deux pôles, c'est-à-dire crânial et postérieur de l'embryon, ou bien antérieur, postérieur, crânial, caudal. Dans cette image, on voit aussi donc la soudure au milieu du tube neural et l'apparition des traces des différents paires de sommites. Au milieu de la 4e semaine, on voit bien la soudure totale ou presque quasi totale du tube neural avec l'apparition des traces des sommites ici, des paires de sommites. Le neuropore postérieur qui commence à se fermer le premier par rapport au neuropore antérieur. Ce qu'on remarque ici, c'est que notre embryon ou bien le disque embryonnaire est planiforme, c'est-à-dire plat. Et nous allons voir par la suite, durant les délimitations de l'embryon par rapport à ses annexes embryonnaires, que notre embryon subira ce qu'on appelle une courbure, ou bien il va donc s'enrouler sur lui-même. Dans ce schéma, on va expliquer l'étranglement ou bien la délimitation de l'embryon par rapport à ses annexes embryonnaires. Quelles sont les annexes embryonnaires ici? Les annexes embryonnaires ici, vous avez ici la cavité amniotique, vous avez le lécytocèle secondaire et le cellome extra-embryonnaire. Donc on a trois. Durant la délimitation et au début, notre embryon il est planiforme. Là est une coupe longitudinale de l'embryon et on a bien évidemment au départ notre cavité cardiaque primitive qui se trouve ici. Supposons qu'on va marquer cette cavité sur un plan et on va mettre X et Y, deux points ici qui sont dans un même axe. Et nous allons mettre aussi ici un astérix pour comprendre la délimitation. Au cours de la délimitation, l'embryon
ou bien le disque embryonnaire commence à s'enrouler sur lui-même sur un plan de 90 degrés. Vous remarquez bien qu'au départ, l'embryon était planiforme, le X est là, Y est là sur ce plan, et ensuite, après délimitation, on voit bien que le plan YX qui est perpendiculaire et la cavité amniotique qui commence à entourer notre embryon, et l'embryon il est courbu, ou bien il a subi une courbure, ou bien il s'enroule sur lui-même pour avoir cette forme-là. Donc cette délimitation va permettre d'entourer la cavité amniotique, ou plutôt d'entourer l'embryon ou le disque embryonnaire par la cavité amniotique, et de mettre aussi une partie du lysitocèle secondaire au centre de l'embryon, c'est-à-dire une partie qui va rentrer au centre de l'embryon. C'est l'étranglement du lysitocèle secondaire à ce niveau qui va permettre de faire pénétrer au centre, si vous voulez, une partie de cette vésicule au centre de l'embryon. On remarque bien aussi le positionnement de l'allantoïde juste en face au pédicule de fixation. L'allantoïde, quant à lui, il fait aussi partie des annexes embryonnaires. Le phénomène de la délimitation ne s'arrêtera pas ici, mais il continuera de telle sorte qu'on aura cette forme. Le plan XY a tourné 180 degrés pour délimiter au total le disque embryonnaire, et cette délimitation va permettre de constituer la partie qui était au centre de la vésicule vitelline secondaire ou bien du lysitocèle secondaire pour former ce qu'on appelle un tube digestif ou bien une cavité gastrique primitive. Et c'est là où on pourra dire que notre embryon a terminé la gastrulation, parce que on a les trois types de tissus qui sont l'ectoderme, le mésoderme et l'endoderme en jaune, avec le tube digestif primitif. Autre chose, on voit bien ici une partie du vésicule vitelline secondaire ou bien le lysitocèle secondaire qui, avec l'allantoïde et pédicule de fixation, ils vont former par la suite ce qu'on appelle le cordon ombilical. Donc, résultat, notre embryon il n'est plus planiforme, il est donc enroulé sur lui-même, et on remarque bien que la cavité cardiaque primitive a pris la position du cœur, le futur cœur de l'embryon, avec la membrane oropharyngienne qui va constituer ce qu'on appelle l'ouverture de la bouche, et la membrane cloacale qui va former par la suite l'ouverture de l'anus. À ce stade-là, on peut parler de cordon ombilical qui est constitué par ce qu'on appelle cette vésicule vitelline secondaire plus pédicule de fixation, et notre tube digestif primitif pourra être subdivisé en trois parties. La partie antérieure qui est proche de la tête de l'embryon ou bien l'encéphale,
ou bien la partie crâniale, le tube digestif moyen qui est juste en face à au reste de vésicule vitelline secondaire, et le tube digestif postérieur qui se trouve à la partie, si vous voulez, postérieure ou bien l'extrémité inférieure de l'embryon. C'est ce qu'on appelle la partie caudale de l'embryon. Résultat aussi, on a la cavité amniotique qui entoure notre embryon dans sa totalité, et ça c'est un plan longitudinal. Maintenant, cette délimitation est une délimitation dans le sens longitudinal. Nous allons voir la délimitation dans le sens latéral. Pour comprendre la délimitation latérale, nous allons réaliser une coupe à ce niveau. Une coupe à ce niveau, passant par la cavité amniotique, le disque embryonnaire et la cavité vitelline secondaire ou bien le lithocèle secondaire. On aura par la suite cette forme. Donc la cavité amniotique est vue par ces deux côtés latéraux. La délimitation latérale, elle va donc s'effectuer dans ce sens, latéralement, pour entourer l'embryon dans ces deux faces latérales, c'est-à-dire la partie gauche et la partie droite. Une autre présentation de ce schéma, qu'on va la voir par la suite, elle nous montre la délimitation latérale. Donc ici on a la cavité amniotique vue par ces deux faces latérales. Donc, et ici on a la cavité vitelline secondaire ou bien le lithocèle secondaire. Notre disque embryonnaire, il se trouve ici au milieu. Les deux parties de la cavité amniotique latéralement commencent à se développer dans ce sens, ou bien à rejoindre, si vous voulez, la cavité ou bien la vésicule vitelline secondaire dans ce sens, et on aura donc un étranglement latéral de la vésicule vitelline secondaire qui va constituer un tube au centre, au milieu de notre disque embryonnaire, et qui va constituer par la suite ce qu'on appelle l'intestin primitif ou bien la cavité gastrique primitive. Donc c'est une sorte de soudure latérale de notre tube, de futur tube digestif. Et là, vous avez l'embryon qui est entouré latéralement par la cavité amniotique. Donc, résultat de délimitation, de la délimitation longitudinale et transversale, c'est la délimitation de l'embryon par la cavité amniotique et le cœlome externe qui se trouve ici à l'extérieur, le cœlome externe. Donc c'est pour ça on dit délimitation de l'embryon par rapport à ses annexes embryonnaires. Vous pouvez voir à la fin ce schéma qui montre les différentes cavités constituées après norulation, après gastrulation et après délimitation de l'embryon par rapport à ses annexes. Première cavité, premier tube, c'est le tube neural qui se trouve en haut. Ensuite, on a le tube digestif primitif et on a donc la cavité amniotique. Donc la cavité amniotique, ce sont des annexes, mais ça concerne l'embryon, c'est-à-dire le tube neural et le tube digestif primitif qui constituent les deux cavités importantes chez l'embryon. Donc le tube neural, ça va nous former ce qu'on appelle donc ça va nous former dans ce qu'on appelle le tissu neural de l'embryon, la colonne vertébrale, l'encéphale, etc. Et la deuxième cavité qui est le tube digestif primitif qui va constituer
l'intestin et l'appareil digestif en général. Ici, on montre notre embryon après délimitation. Il n'est plus planiforme, donc il est enroulé sur lui-même, courbu. Et cette courbure, donc, nous montre exactement, après formation de tube digestif primitif, les trois parties de notre tube digestif primitif. La partie antérieure, la partie moyenne et la partie postérieure. Chaque partie du tube digestif va donc constituer, et après organogenèse, si vous voulez, les différents appareils ou bien les différents organes qui rentrent dans la fonction de la digestion chez l'embryon. En plus, on a la formation, donc par exemple ici au milieu, ce tissu va donc former l'œsophage, l'estomac, le foie, les voies biliaires, le pancréas, etc. etc. Et au niveau de la partie antérieure, les cellules de cette partie vont former par la suite l'oreille moyenne, l'amygdale, thyroïde, etc., etc., thymus, etc., etc. La partie inférieure constituera par la suite le côlon, rectum et le canal anal. Ce schéma nous montre donc notre embryon au milieu de la 4e semaine avec les traces des somites à ce niveau et qui vont former par la suite les 44 paires qui vont former par la suite, si vous voulez, la colonne vertébrale avec les vertèbres. On a donc l'encéphale, on a aussi donc l'emplacement de l'œil, et ça va former ces branchies, on les appelle les branchies, et qui vont se transformer en oreille externe, etc. Nous remarquons aussi donc l'apparition d'une queue et qui va régresser par la suite, qui va disparaître par la suite au cours du développement embryonnaire. Vers la fin de la 4e semaine, notre embryon mesure donc 5 mm. Il est caractérisé par ce qu'on appelle des arcs bronchiaux ou bien des branchies, mais ces branchies-là vont disparaître pour former ce qu'on appelle l'oreille externe. On a aussi ce renflement, remarquez bien le renflement, la cavité cardiaque primitive qu'on a vu lors de la délimitation et le plan qui a tourné 180 degrés, le positionnement de la cavité cardiaque primitive, et on a aussi la membrane oropharyngienne qui se trouve à ce niveau-là et qui est prête pour l'ouverture, ce qu'on appelle, de la bouche. On a aussi donc le commencement au niveau de la 4e semaine, l'apparition des membres antérieurs et des membres postérieurs de l'embryon. À ce stade, on ne parle plus d'embryon, mais on peut parler de fœtus. Si on essaie de voir le système circulatoire dans le fœtus, donc on a ici l'encéphale, la partie crâniale de l'embryon, la partie caudale de l'embryon, la vésicule vitelline secondaire et le commencement de la circulation sanguine et les échanges entre la maman et l'embryon. On voit bien donc l'apparition de ce qu'on appelle des veines et des artères. Et là, c'est la cavité cardiaque primitive qui va constituer par la suite le cœur et qui va commencer à se battre. Et un échange donc de sang
de nutriments et de gaz entre la maman au niveau de ce chorion, on appelle ça chorion. Le chorion se trouve au niveau de l'endomètre, c'est-à-dire la couche fonctionnelle ou bien la première couche de l'utérus. On aura donc la formation de ce qu'on appelle des villosités. Ce sont des chambres qu'on les appelle les cotylédones, et à travers ces chambres, il n'y a pas un contact direct entre la maman, le sang ou bien les veines et les artères, si vous voulez, de la maman et les veines et les artères ou bien le système circulatoire de l'embryon. C'est-à-dire, il n'y a pas une continuité de ces vaisseaux, mais il y a ce qu'on appelle une membrane perméable qui va séparer entre le système circulatoire de la maman et le système circulatoire du fœtus, et les échanges qui vont se faire grâce à ce qu'on appelle des échanges comme l'osmose, etc. Donc la pénétration de l'eau et la pénétration de l'oxygène et la sortie du CO2 et des déchets. Donc il n'y a pas un contact direct. Pourquoi? Pour protéger l'embryon de tout risque de contamination externe dû à ce qu'on appelle un transfert direct de la maman vers l'embryon. Si on réalise un grossissement à ce niveau-là, au niveau de ces cotylédones ou bien de ces chambres, nous allons voir donc ce schéma. Donc voilà les cotylédones, et dans ces chambres-là, c'est dans ces chambres-là qu'il va y avoir, si vous voulez, un transfert de sang qui est indirect grâce à la perméabilité de la membrane de ces cotylédones au niveau du chorion. Et le sang, on le voit bien ici, par exemple, ça c'est un sang qui est riche, un sang riche en oxygène et en aliments et nutriments pour l'embryon, qui va pénétrer dans ces cotylédones et qui va être absorbé par ces villosités par l'embryon pour l'alimenter. On a aussi donc la sortie des déchets en bleu ici, la sortie à travers ces chambres des déchets et du CO2 pour être évacués par le système, donc, si vous voulez, maternel par la suite. Donc il n'y a pas de la circulation bien des vaisseaux sanguins qui sont directs en continuité avec les vaisseaux sanguins de l'embryon, de la maman vers l'embryon. Donc il y a ce qu'on appelle une membrane qui va filtrer le sang pour empêcher tout risque de contamination ou bien risque qui va donc altérer notre fœtus. Dans ce schéma, on voit bien donc au cours de la 5e semaine notre embryon, et on commence à voir la transformation des arcs bronchiaux en oreilles externes, comme on a déjà parlé, l'emplacement de l'œil et aussi le développement des membres antérieurs et les membres postérieurs. On a aussi la régression de la queue ici qui va donc disparaître par la suite. Et maintenant le fœtus, on le voit bien clair, donc avec ses membres, avec l'oreille, avec l'emplacement de l'œil, l'apparition de la bouche, etc. Donc ça c'est vers la 8e semaine.
ici une image réelle montrant notre embryon ou bien notre fœtus durant la 4e semaine qui mesure 5 mm et à droite l'embryon qui mesure 30 mm durant la 8e semaine avec l'apparition ou bien le développement clair des membres, l'apparition de l'œil externe, l'oreille externe, la bouche, le nez et l'encéphale qui est bien caractérisé. Donc je vous laisse à découvrir à partir de la 4e semaine. On doit donc s'arrêter à ce niveau-là, la 4e semaine. Mais si vous voulez plus d'informations, vous pouvez consulter les ouvrages, les diapos que vous avez sur votre site. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme formation après la 4e semaine? L'apparition des, si vous voulez, des cheveux, l'apparition, si vous voulez, le développement de l'appareil, donc, ou si vous voulez, du sexe, etc., etc. Concernant l'appareil sexuel ou bien l'appareil urogénital, nous allons expliquer dans ce schéma comment cela pourra donc différencier notre fœtus ou bien notre futur embryon en individu mâle ou bien individu femelle. Donc au départ, on a, si vous voulez, ce qu'on appelle cette structure. C'est ce qu'on appelle un sinus urogénital. Donc, et avec le canal de Moller et le canal de Wolff. Dans cette partie qui est en vert, canal de Wolff, ainsi que les gonades qui sont indifférenciées, cela caractérise ce qu'on appelle l'individu mâle. Par contre, le canal de Moller ici caractérise ce qu'on appelle l'individu femelle. Donc au départ, le fœtus, il a cette structure, il est indifférencié. On ne peut pas dire si il va être un individu mâle ou bien individu femelle. Donc, qu'est-ce qui caractérise au départ la différenciation? C'est l'apparition, ce qu'on appelle au niveau du chromosome, au cours de la fécondation, il va y avoir ce qu'on appelle le chromosome Y, chromosome X. Si on a donc chromosome X et chromosome Y, donc automatiquement on aura un garçon. Si on a un chromosome X et le deuxième chromosome X, on aura donc individu femelle. Donc pourquoi le chromosome Y? Le chromosome Y, il a un gène. Il y a ce qu'on appelle des codes génétiques ou bien caractérisés par un gène qui va donner ce qu'on appelle la propriété de donner une hormone qu'on appelle l'hormone anti-müllerienne. C'est-à-dire ce gène, il va coder pour cette hormone pour donner ce qu'on appelle l'hormone anti-müllerienne. Si on a donc ce chromosome Y, donc automatiquement on a le gène qui code cette hormone, et cette hormone, elle attaque ce qu'on appelle le canal de Moller. Le canal de Moller. Donc c'est pour ça on dit hormone anti-müllerienne. Donc ce qui fait que il y aura la disparition du canal de Moller, et ce qui va rester, il va rester donc le canal de Wolff. Le canal de Wolff est caractéristique pour un individu mâle. Donc ça va être ce qu'on appelle le canal déférent au niveau de l'individu mâle, et cette gonade qui était au départ indifférenciée se transformera en testicule avec des cellules de Sertoli, les cellules de Leydig, les tubes séminifères, etc., etc. Et on aura donc ici par la suite le développement du pénis. Donc ça, c'est un individu mâle avec la production des testérones, etc.
Dans le cas où on a le chromosome XX, donc on n'a pas le chromosome Y, donc on n'a pas de gène qui va coder pour l'hormone anti-müllerienne, cela donc va permettre au canal de Müller de se développer et au canal de Wolff de disparaître, car le canal de Müller est prépondérant sur le canal de Wolff. Donc ça va prendre place par rapport au canal de Wolff, et le canal de Müller est caractéristique d'un individu femelle. Cela donc va constituer ce qu'on appelle par la suite l'oviducte, et les gonades qui étaient au départ indifférenciées se transforment en ce qu'on appelle des ovaires. Donc on aura l'ovaire, les franges, trompe de Fallope, l'oviducte, l'utérus, le vagin, etc. Donc ça va nous donner, si vous voulez, des follicules au niveau de l'ovaire, etc. Avec le stock des follicules dont on a parlé, qui était environ 1 million, etc., etc. Et vous aurez votre individu femelle en conséquence. Je mets à votre disposition ce tableau si vous voulez. C'est pas à apprendre, c'est juste un tableau si vous voulez pour plus d'informations. Donc il n'est pas considéré, si vous voulez, lors de l'examen, etc. Donc l'origine de chaque, ce qu'on appelle les dérivés, ou bien de chaque organe, à partir par exemple du tube neural, qu'est-ce que ça va donner, les crêtes neurales, qu'est-ce que ça donne par la suite, etc., etc. Donc le tableau il dénombre pas mal de structures et d'appareils avec ses origines, et les origines à partir des tissus embryonnaires. Nous allons maintenant voir les annexes embryonnaires après développement de cet embryon ou bien de notre fœtus. Quels sont les différents annexes embryonnaires? Ici, vous avez donc une représentation qui montre les différentes cavités et les différents annexes embryonnaires. Premièrement, il y a ici un œuf, qui est un œuf d'oiseau, qu'on pourra le comparer par exemple par l'embryon de l'être humain par exemple. Donc vous avez ici les différentes cavités. Donc on remarque bien notre embryon qui est là. L'embryon il est là. Donc il est entouré après délimitation, etc. par la cavité amniotique. C'est la première, si vous voulez, cavité qui entoure l'embryon et qui va le protéger, qui va l'humidifier, qui va lui donner un pH correct pour son développement, qui va lui permettre de bouger librement et qui va le supporter contre la chaleur, etc., etc., donner de l'humidité au tissu embryonnaire, etc. Donc c'est un liquide qui est très très important, la cavité amniotique. La différence entre un œuf d'oiseau et l'embryon humain, c'est que l'œuf d'oiseau, comme on a dit après fécondation, le développement sera donc indépendant de la maman. Donc l'embryon il a besoin de stock nutritionnel, comme on a déjà montré. Donc les oiseaux ont besoin d'un stock nutritionnel. Le stock nutritionnel se trouve au niveau de sac vitellin, ou bien le sac vitellin, pardon, le sac vitellin. Donc l'embryon il va prendre, bien puiser ces éléments nutritifs à partir de ce sac vitellin. Il va rejeter les déchets de ce qu'on appelle l'allantoïde. Donc l'allantoïde il recevra, si vous voulez, les déchets, et le sac vitellin il est rempli de ce qu'on appelle des plaques vitellines, ou bien des plaques nutritionnelles qui sont importantes pour le développement embryonnaire. Chez l'être humain, le sac vitellin il n'est pas vraiment important. Il n'est pas important parce que
notre embryon, il va puiser directement à partir de l'utérus, à partir de ses villosités, ou ce qu'on appelle le chorion, qui se trouve à ce niveau. Il va y avoir des échanges de sang, et grâce au cordon ombilical, on aura un système circulatoire, donc d'échange de sang et de gaz entre la maman et le fœtus. Concernant l'allantoïde, il ne va pas recevoir les déchets comme on l'a vu chez les oiseaux, donc il n'a pas un rôle. L'allantoïde, il n'a pas vraiment un rôle, mais les déchets sont aussi évacués à travers le cordon ombilical, chorion et vers donc l'utérus pour être évacués par le système, si vous voulez, circulatoire de la maman. Une autre cavité qui entoure notre embryon ici, qu'on a appelé donc le cœlome externe, et qui constitue donc aussi des annexes embryonnaires. Donc ça, c'est, si vous voulez, le lieu de la formation du placenta. C'est là où il aura, donc là, ce chorion va se transformer, ce qu'on appelle en un disque d'échange qui contient des cotylédones, etc. et des chambres pour l'échange de sang qu'on appelle placenta. Donc c'est quoi placenta? C'est un organe d'échange de nutriments et de, si vous voulez, de gaz et d'évacuation des déchets, etc. entre la maman et le fœtus. C'est un tissu qui est donc important. Maintenant, nous allons voir dans un autre schéma quelles sont les différentes cavités au niveau de l'embryon chez l'être humain. Ici, on montre bien les différentes cavités qui entourent notre fœtus. Donc la première cavité, le fœtus il est là, l'embryon il est là. La première cavité, c'est la cavité amniotique qui contient un liquide qui va protéger notre embryon et l'assister. Ensuite, on a une autre cavité qui était la cavité du cœlome externe et qui change de nom, qu'on va l'appeler la cavité chorionique. Et la dernière cavité, c'est la cavité utérine ou bien la cavité de l'utérus. Maintenant, lors du développement embryonnaire et au cours du temps, ces membranes ou bien ces enveloppes de ces différentes cavités, ils vont, si vous voulez, toutes se plaquer au niveau de l'utérus, et la cavité amniotique, c'est la seule cavité donc qui va prendre le volume ou bien le volume total de l'utérus. Donc l'embryon sera donc entouré par la cavité amniotique. C'est pour ça, lors de l'accouchement, on a l'embryon ou bien le fœtus quand il sort, ou bien le nouveau-né quand il sort avec un liquide. Ce liquide, c'est le liquide de la cavité amniotique. Autre chose qui sort avec le nouveau bébé, si vous voulez, c'est le liquide, le cordon ombilical et aussi le placenta aussi qui va sortir avec le cordon ombilical, parce que ce tissu il est décidual, c'est-à-dire au niveau du placenta, ce tissu peut s'arracher, il est décidual. Car, comme on l'a déjà dit, il n'y a pas des vaisseaux qui sont directement reliés avec les vaisseaux de la maman. Ce sont juste une membrane perméable, donc qui est facile à être, si vous voulez, à s'arracher. Je vous montre dans ce schéma donc la cavité amniotique qui prend la totalité du volume de l'utérus. Ça c'est l'utérus. Ça c'est la couche, si vous voulez, musculaire ou bien le myomètre. Ensuite, et ça c'est
si vous voulez, l'emplacement du placenta, ou bien ce qu'on appelle le chorion qui s'est développé en un disque qu'on appelle placenta, relié avec le cordon ombilical qui était au départ pédicule de fixation qui s'est transformé en cordon ombilical. Donc, si on essaie de voir cette partie-là, c'est-à-dire placenta, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir ce disque qui est placenta, qui est constitué par les cotylédons, qui étaient des chambres d'échange entre la maman et le fœtus. Et là, vous avez la face, si vous voulez, qui est face maternelle. Et ça, c'est la face qui est la face, si vous voulez, embryonnaire, qui est en contact avec la cavité amniotique et le liquide amniotique. Ça, celle-là, elle est en contact avec l'utérus. Donc, voilà donc au total les différents annexes embryonnaires. Et je vous remercie pour votre attention.